On va commencer. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire GLS. Je comprends. Mon nom, c'est Rasheen et je suis la gérante de recherche, de financement et de communauté et de communication. Je serai la modératrice pour la soirée. Donc, avant de débuter, je voulais survoler quelques technicalités. Donc, cette session est en français et en anglais. Donc, pour avoir accès à la langue en français ou en anglais, vous pouvez cliquer en bas. Vous allez voir un globe, un icône, un petit icône qui dit plus. Donc, soit que cliquez sur le plus ou l'interprétation. Et sous l'interprétation, vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Et après avoir sélectionné la langue de votre intérêt, si vous cliquez en haut, vous avez deux onglets qui sont ouverts. Un montre les diapos en français, qui s'appelle diapo anglais, et l'autre qui est écran français, qui est en fait les diapos en français. Ensuite, j'aimerais faire une reconnaissance territoriale avec l'histoire et le patrimoine du peuple canadien. Et on se rencontre aujourd'hui sur une plateforme virtuelle. Nous reconnaissons l'importance des terres que nous appelons chacun notre patrie. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits métis et membres des Premières Nations qui considèrent cette terre comme leur part. Au travers de tout ça, on reconnaît les territoires des peuples autochtones et contribue à la réconciliation. Ensuite, une divulgation. Donc, le contenu de cette présentation, le CRON, l'École du Canada, est présentement pour l'éducation seulement, malgré que l'information a une valeur, c'est peut-être pas applicable aux situations médicales précises. Les ressources en ligne ne remplacent pas le jugement et les soins personnalisés d'un professionnel de la santé. De plus, Crohn et Colite Canada n'endosse aucun produit ou service externe mentionné pendant ce webinaire. Pour ceux d'entre vous qui vous joignent à nous pour la première fois, je partage l'engagement que nous avons. Notre engagement, c'est de trouver des remèdes contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et améliorer les qualités de vie de toutes les personnes touchées par ces maladies. Notre organisation veut améliorer la vie de tout le monde qui est affecté par le MII. Donc, il y a beaucoup de services et de programmes de soutien que le CCC offre. On peut passer au travers rapidement de quelques-uns. Si vous connaissez quelqu'un qui vit avec le MII, nous vous invitons à explorer notre plateforme Connect. Crohn et Colite Canada, c'est une communauté en ligne, les gens avec le MII qui peuvent partager les défis qu'ils expérimentent et on espère que c'est un lieu sécur où les gens peuvent trouver de l'encouragement et de la compréhension. De plus, nous avons des programmes de soutien. Nous avons deux événements à venir, le 3 juin et le premier événement, le 3 juin et le 9 juin pour les soignants. Donc, avant de débuter, je vais lancer un sondage rapidement avant de débuter. Et c'est simplement pour voir la compréhension de tout le monde à date sur le sujet que nous allons partager. Donc, comment évaluerez-vous vos connaissances actuelles sur le TL1A et les traitements de pointe à petites molécules en tant que nouvelle thérapie émergente pour les MII? 1, pas du tout familier avec le sujet et 10, extrêmement familier avec le sujet. À vous. We have about 50% participation. 50% de participation à date. On peut passer à 60 possiblement. OK. Je vais mettre fin au sondage. Je vais partager les résultats. Donc, la question était comment évaluerez-vous les connaissances actuelles sur les TL1A, les traitements de pointe à petites molécules en tant que nouvelle thérapie? Ça semble 1 à 3. Donc, ça va être vraiment une éducation pour nous tous. C'est très intéressant, bien sûr. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir introduire nos partenaires de vie ce soir.
Nous avons Rebecca will be sharing about her qui va experience, partager son specifically expérience, related to her current particulièrement en ce qui est trait diagnosis. au traitement du So she was MII diagnosed. depuis A qu'elle a very été quick intro. diagnostiquée. Un So intro très Rebecca was born rapide. in Donc, North Rebecca Toronto, Watan est née, and she grew up with grandie à her Toronto, où elle parents a and four passé toute son brothers. enfance et She ses works in parents corporate avec ses finance trois as a frères. Elle manager travaille of actuellement strategy and dans le planning domaine de la global finance security d'entreprise en tant events. que responsable de la Besides work, stratégie de Rebecca has a planification au very sein du active secteur and de creative sécurité et de la life. défense. She enjoys En dehors du traveling travail, Rebecca outdoors. est personne active et She lives in créative Toronto qui as aime well, so passer that du was temps à important. l'extérieur, surtout And en with her été. husband Elle and vit dans two l'ouest de cats, and Toronto. she spends a Elle et lot son of time mari with et her leurs deux family, and chats she et has about s'occupent de la 10 famille pieces élargie of très nephews that she animée. shared with Pendant Toronto. son temps libre, elle In her aime free time, courir et she enjoys prendre running, painting, volunteering, peindre, making faire art, du and bénévolat, designing cuisiner et spaces. aménager des Please take it espaces. away. Donc, Rebecca, thank you so much. Rebecca, à toi, merci beaucoup d'être ici ce soir avec nous. Bonsoir. Merci de me recevoir pour tout le monde qui est ici, qui souffre de Crohn ou colite. Je suis là avec vous et je vous apprécie de venir m'écouter parler et à tous les médecins sur l'appel ici qui sont là pour nous aider à trouver des traitements. Merci à vous. Donc, pour vous donner un peu un survol sur moi-même, je sais qu'on a passé par ma bio. Mon nom, c'est Rebecca. Je vis avec les colites ulcéreuses depuis près de 30 ans. J'ai été diagnostiqué lorsque j'avais 11 ans, en 97, et à ce moment-là, personne ne savait vraiment c'était quoi la chronicolite ulcéreuse. Et personnellement, je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas c'était quoi les symptômes. Je ne comprenais pas ce qui se passait à ce moment-là. Et donc, malheureusement, quand j'ai tombé malade, je n'ai dit à personne que j'avais les symptômes ou que j'expérimentais des douleurs jusqu'à ce que ça arrive au point où j'étais vraiment malade. Donc, lorsque je l'ai dit à mes parents, ils ne savaient pas quoi faire non plus. On est passé au travers de différents médecins et des spécialistes pour découvrir qu'est-ce qui pouvait possiblement être en problème. On pensait peut-être que c'était des parasites à cause d'un chat. C'était 6 mois après avoir tombé malade que j'ai tombé à 75 livres et je ne pouvais pas tenir rien dans mon ventre. J'étais malade et j'ai été diagnostiqué, je crois, dans une semaine après cela. Depuis, mon parcours a été vraiment des hauts et des bas, mais un peu de ma faute aussi parce que je n'avais pas vraiment compris comment prendre soin de moi en tant qu'enfant. Mais au travers de quand je tombais malade et lorsque j'étais plus jeune, beaucoup de tout ça était simplement essai-erreur. Ils ont fait différentes médications orales que j'utilisais, les stéroïdes, qui n'est pas le fun pour un parent. Elle dit, c'est quoi un enema quand on est en 8e année? Mais c'est ce que c'est. J'ai survécu. Et donc, durant ce temps-là, en fait, je manquais beaucoup d'école. Je restais à la maison beaucoup. J'avais beaucoup d'anxiété parce que je ne pouvais pas quitter la maison, parce que je ne pouvais pas contrôler quand j'avais besoin de la toilette. Mes trois frères qui ont été mentionnés avaient un bon temps à rire de moi. Et je regardais la maladie de façon plus positive et drôle, que je pourrais rire de certaines choses qui arrivaient. Au travers du secondaire, j'ai rentré et sorti, j'ai manqué beaucoup de 9e et 10e année. Et ensuite, j'étais assez fortuné de pouvoir embarquer sur un médicament qui a fonctionné pour le reste de mon temps au lycée. Durant ce temps-là, j'étais vraiment chanceux aussi que j'avais des bons amis, même si je ne pouvais pas sortir, ils étaient toujours là avec moi, ils venaient à la maison, chez moi, et passaient du temps avec moi lorsque je ne pouvais pas sortir. Après le lycée, j'ai allé à Halifax pendant un certain temps où je ne prenais pas mes médicaments, mais malheureusement, et j'ai arrivé à l'hôpital et ils m'ont traité, ils m'ont donné une colonoscopie pour m'assurer que j'étais à voir sur le bon chemin et avoir les bons médicaments. Après cela, je suis revenu à Toronto et encore une fois, je ne crois pas que j'avais vraiment trouvé la bonne façon d'être en rémission. J'étais jeune, je m'amusais, je dormais pas assez, je mangeais pas assez, je devais vraiment apprendre ce qui devait fonctionner pour moi. Et donc, bon, dans ma vingtaine, je dirais, c'est là que j'ai commencé vraiment à naviguer quelle nourriture que j'ai remarqué qui déclenchait mes mal d'estomac. Je me concentrais sur les exercices, avoir du bon sommeil. Et ensuite, j'ai travaillé quelques différents emplois en réalisant que j'avais besoin d'un emploi qui était stable, qui était plus 9 à 5 plutôt que de faire la planification d'événements que je faisais, de travailler jusqu'à 2 heures du matin et de me réveiller à 5 heures du matin. Donc, j'essaie de mettre beaucoup de stabilité dans ma vie pour découvrir comment rentrer en rémission et comment contrôler mes anxiétés. J'ai commencé à travailler à temps partiel à la banque, qui était vraiment fantastique parce que j'avais la stabilité et le temps que je pouvais reprendre pour moi-même durant ces années-là.
J'ai expérimenté vraiment une rechute en 2016 qui est là où je pense que j'ai descendu à 80 ou 90 livres. Et à un certain point, c'était la première fois dans ma vie que j'ai vraiment dit, OK, j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de demander de l'aide. J'ai pris une absence du travail. Je me souviens que c'était la décision la plus difficile à prendre, à leur dire que j'ai besoin d'aide. Cela étant dit, mon médecin était tellement incroyable. Il me rentrait dans une étude clinique qui était la première de la sorte, qui avait deux médicaments à l'essai qui étaient tous les deux actifs plutôt qu'un qui était un placebo et un qui était un agent actif. Bon, d'une manière ou d'une autre, je savais que j'allais recevoir quelque chose qui pouvait aider en 3 semaines d'avoir été sur cette médicament. J'ai passé de à peine être capable de travailler, de m'attacher la ceinture, de marcher parce qu'il y avait tellement de pression et j'ai senti que je pouvais courir un marathon. Je me souviens d'aller retourner travailler. Tout le monde me dit, prends, tu sais, je peux aller au gym, je peux revenir au travail. Bon, c'était pas bon. J'ai trop forcé. Je ne pouvais pas réaliser à quel point j'allais être fatigué, des choses comme ça. Donc, j'ai pris un pied de recul. J'ai réalisé, OK, ce que j'avais besoin de faire pour prendre soin de moi. Et donc, dans l'étude clinique pendant 1 an, et c'était Humira que j'avais pris finalement. Et pour moi, c'était une bonne expérience. C'était une des premières fois que j'avais été en rémission en 20 ans, avec une bonne rémission, parce que je ne pense pas que je savais exactement ce que ça voulait dire à ce moment-là. Donc, et durant tout ça, j'ai eu des hauts, des bas. Je crois que c'était en 2016 et d'ici 2024, les médicaments ont arrêté de fonctionner. Donc, j'ai passé d'être sur 2 injections par mois à 8 injections par mois par le temps que j'ai arrêté. Donc, lorsqu'on m'a retiré de Humira, j'ai été allé à Skyrazine. Et une autre bonne expérience, je crois que ça est encore meilleur que ma dernière expérience. Je me sens vraiment énergisé, je me sens bien, mon anxiété à passer de pas être capable de rentrer dans l'auto, maintenant aller où je veux, aller voyager avec mes amis, mes parents, travailler avec mon mari. Et donc, j'ai vraiment pris, plutôt que de laisser les symptômes rentrer, si je vois des signes, j'ai l'habitude maintenant d'appeler mon médecin et me dire, Hey, OK, c'est moi, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Il est toujours très réceptif à s'assurer qu'il est là pour voir c'est quoi mes symptômes, découvrir c'est quoi les prochaines étapes. J'ai été mis sur les stéroïdes plusieurs fois. La dernière fois que j'ai été mis en stéroïdes, c'était vraiment difficile parce que j'étais sur Humira à ce moment-là et ça continue à causer des problèmes cardiaques. Je ne pouvais pas dormir parce que mon cœur courait et je suis retourné voir les médecins et ils m'ont débarqué aussi rapidement que possible et qui était vraiment bien. Et depuis, je n'ai pas pu, j'ai pas été obligé de les reprendre. Autrement, présentement, je suis sur Skyrosine et ça m'a aidé à gérer ma vie et à faire des choses que je n'ai pas pu faire avant. Donc, une grande chose d'avoir cette maladie, c'est d'avoir l'anxiété de sortir de la maison ou d'avoir un accident ou quelque chose d'embarrassant. Et je crois que naviguer, ça, c'est une des choses les plus difficiles de la maladie parce qu'on ne veut pas sortir et on ne veut pas quitter si on ne pense pas qu'on va se sentir bien. On ne veut pas manger si on pense qu'on ne se sentira pas bien. Et ce que j'ai appris au cours de la plus grande partie de ma vie, cette maladie est unique, c'est différent pour tout le monde et malheureusement, on doit trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Mais il y a des choses qui existent, qui peuvent vous aider. Je trouve l'app pour rencontrer des gens qui ont été diagnostiqués pour voir ce qui a fonctionné pour moi. Et même, par exemple, lorsque je ne pouvais pas quitter la maison, on ne pouvait pas voyager. Une autre chose que j'ai acheté des Depends. C'est embarrassant et quand on est une jeune femme et on pense qu'on va sortir, avoir du bon temps, j'étais comme, ah, OK, j'ai besoin de ma couche. Mais ça m'a aidé à avoir la confiance de quitter la maison, sachant que si j'avais quelque chose d'embarrassant qui est arrivé, j'aurais une protection. Et cela étant dit, depuis que j'ai dû les acheter, j'ai jamais eu d'accident. Donc, je recommande de regarder les choses qui peuvent vous aider à vous concentrer sur votre parcours de guérison, la façon que ça va vous aider à naviguer votre vie pour sortir vers des choses que nous méritons de faire et on faisait autrefois. Et je dirais même qu'au travers de cette organisation spécialement, il y a tellement de différentes choses qu'on peut apprendre et des gens avec qui on peut connecter pour trouver les différents mécanismes d'adaptation. Et la dernière chose que je dirais aussi, c'est que la chose que j'ai dû apprendre, qui était la plus difficile, c'était
de ne pas laisser nos symptômes rentrer, de s'installer, trouver de l'aide avant que ça arrive et d'essayer de s'assurer qu'on prend soin de soi-même et d'avoir le sommeil qu'on a besoin pour que nos corps puissent guérir et prendre la prochaine journée au fur et à mesure que ça avance et heureusement que ça pourrait s'améliorer lorsqu'on commence à guérir et lorsqu'on trouve ce qui fonctionne le mieux pour nous. Oh my God, thank you so Wow, much, merci Rebecca. beaucoup, I Rebecca. really appreciate J'ai how vraiment honest you apprécié were sharing your ton experience with honnêteté pour everyone, partager ton and expérience avec I'm tout le really monde. glad you Et shared vraiment, je suis très your heureuse que lessons tu as learned with partagé tes me, leçons and apprises à we la hope fin. we can empower some of J'espère us que tu peux listening to you autonomiser here les gens today. qui sont I really ici appreciate aujourd'hui that. et Thank you vraiment, so much for j'apprécie ça sharing beaucoup. Merci de partager, your experience with us. ton expérience We'll avec also nous. pass forward any Nous allons aussi questions passer come de to l'avant you, des questions qui pourraient might be an arriver opportunity at the et end ça to pourrait être share une opportunité à la fin de to les share partager des a lot réponses of folks' aussi. Je suis thoughts. sûr que beaucoup de gens ont So des thank you pensées. again, Rebecca. That Donc, was merci awesome. encore, Rebecca. C'était Thank you everyone for extraordinaire. being with us today. Merci d'être avec nous ce soir. Okay. OK. Now, right after that, which I think is a Après great ça, immédiatement, segue qui est un into bon, our next portion of our bonne talk, transition à la is prochaine our portion teacher, par nos experts, Dr. Vipul. Dr. Vipul. So let me just quickly Donc, briefly introduce rapidement, Dr. Vip, va and then être I'll hand it over to you. Dr. Vip et je vais vous So le we're very présenter. lucky Donc, here today on est to have vraiment Dr. Vip choyé d'avoir Vip Dr. share his work with us today. Vipul He is a et son travail avec nous. Il gastroenterologist est and professor of gastro-entérologue et medicine professeur at de Schulich médecine School of à Medicine and Schulich Dentistry and School of Dentistry. Medicine and Dentistry. He also leads the Et MBE centers aussi, il y at a the les centres University Hospitals, MICI that's de London l'hôpital Health Université Sciences London Center, Health and Scientist is the Center director of et the Ivy occupe League ses Clinical fonctions Trial de Group. directeur de l'unité des He's essais also the cliniques sur director les of the Ivy League MICI, Fellowship directeur de Program programme as de a research bourse de therapist partner recherche to et the Medicine MICI Schulich et School of titulaire Medicine de and Dentistry. chaire de recherche His du research département de interests are médecine. centered Ses around intérêts clinical trial recherche design, portent conduct, and principalement execution. sur les conceptions, la conduite et He has over réalisation d'essais 500 cliniques. Il y a peer-reviewed plus de 500 publications, has publications supervised évaluées par des multiple pairs students et a and research supervisé de fellows, nombreux étudiants, graduate des members. chercheurs boursiers au niveau des premiers Dr. Vip cycles et is the des étudiants de principal superviseurs. investigator for Il est un multiple chercheur randomized principal pour controlled plusieurs essais trials in contrôlés MBE, randomisés including sur investigator-initiated MICI, trials, incluant l'essai collaborative trials, and initié par des industry-sponsored chercheurs et des trials. essais collaboratifs et des Again, essais Dr. Vip, commandités thank you par so much l'industrie. for being Encore, here Dr. today. Vip, I'm merci going to d'être ici avec hand nous. over Je some vais info passer to you maintenant le contrôle de les and to diapos take it away. pour toi et Okay, d'y super. aller. Thanks so much, Bon, Sam, for the merci kind beaucoup introduction, pour and la belle thank introduction you to everyone et who's merci à joined tout le online, monde qui spending s'est the joint à evening nous with en us, ligne, à this passer afternoon, la depending soirée which avec time nous zone you're in. l'après-midi dépendant I want to thank de Rebecca l'heure et la for place. her Merci very Rebecca open pour sa discussion très presentation, ouverte et sharing sa her journey, présentation, and de I think it's partager le those journeys that parcours. inspire Je crois que c'est ce parcours me qui and inspire hundreds of my colleagues to do the moi et des work that centaines we de do. And also thank you collègues to à moi de faire le Advice travail qu'on Canada fait. for the Merci à work you Chronicle do, Canada pour because tout le travail que vous your faites au travers charity de raising vos and research levées de grants fonds, vos through levées government de fonds. Vous avez vraiment aidé really make Canada a leader in à être un clinical leader au research Canada dans la and recherche du developing better MII et treatments. développer les meilleurs So I was traitements. asked to speak Donc, on m'a on the demandé de needs parler, je crois, sur assessment les and the besoins, les feedback that évaluations, les experienced commentaires, les partners expériences de provided vie que on les the partenaires treatment ont landscape fournis for sur le inflammatory traitement. bowel disease. We're going to talk about the general treatments that we have C'est les traitements today. généraux que nous We're avons going to talk about some of the aujourd'hui et aussi on emerging va parler therapies, de les thérapies particularly small émergentes, molecules typiquement that les are petites growth molécules essentially, qui sont and des the new class called molécules TL1As that we think we'll et touch on at the end. on va But toucher un really peu à la fin great sur les conferences. TL1. On touche à différentes So choses. I'm going to speak up Donc, until je about vais an hour, parler which un is 8 peu p.m. here in Eastern de Time l'heure in 8 Ontario, heures and then ici en there's about Ontario. 30 minutes for Et à peu près Q&A. So 30 please feel minutes free pour to les put your questions-réponses. questions Sentez-vous in. libre de mettre les So questions the dans les objective of questions-réponses. today's Donc, talk l'objectif are to review the aujourd'hui, current c'est de passer en toolbox for revue la inflammatory boîte bowel à outils disease in actuelle terms sur of les drug MII therapies, and en termes just des to thérapies qualify, there are et de various different other qualifier, things c'est such vraiment as important, therapies, surgery. We're thérapies de not covering diète, that today. les We focus in particular on chirurgies drugs et in de se this talk. concentrer sur We're going to les talk a little bit médicaments about sur cette discussion. emerging On va parler therapies that de are les coming. nouvelles And I was thérapies also asked today émergentes. just to talk a little On bit m'a about demandé aussi de parler biosimilars and de what they are, to démystifier les so to speak, biosimilaires aussi demystify pour biosimilars to some démystifier extent. les biosimilaires à un certain niveau. So I'm going to talk about the Donc, je vais current toolbox parler for des inflammatory boîtes bowel à disease. outils actuelles que nous avons And pour le this MII. is a slide Et donc, c'est that une talks for diapo que physicians and je parle also pour quand les people médecins living with et the pour les gens qui condition, vivent avec la because I condition, think it's really parce que je crois informative. que c'est So, vraiment informatif. and the message behind Donc, this is le that many message of the derrière tout ça, c'est que treatments that plusieurs des are developed for traitements inflammatory qui bowel sont disease, some of the treatments développés
les traitements que possiblement que vous prenez déjà ou que vous avez pris. Souvent, c'est la condition dans plusieurs des conditions qu'on trouve. Donc, en haut à gauche, un professeur de Nana Swartz, et elle a découvert 5-SA. Donc, plusieurs personnes prennent un médicament pour les colites ulcéreuses. Elle traitait les gens avec les arthrites rhumatoïdes et elle a découvert que les colites ulcéreuses sont améliorées et ces expérimentations ont amené au développement de 5-SA pour les maladies. Un des plus vieux traitements aujourd'hui est encore le plus efficace pour les formes de conditions faibles. En bas à gauche, il y a deux médecins de Mayo Clinic qui ont découvert les cortisones, les stéroïdes. Je suis sûr que tout le monde ici en ligne qui vit avec chronicolite à un certain point a pris des stéroïdes et ont extrait ces différents enzymes des glandes thyroïdes. Et ce morceau de papier ici était les notes de prise de compound G, c'était appelé, ça a amené le développement des cortisones et stéroïdes. Au milieu ici, vous pouvez voir une photo, Sidney Trulovin et Witt qui ont fait les premiers contrôles randomisés dans notre spécialité. Donc, les essais contrôlés randomisés, comme nous savons aujourd'hui, ont seulement été développés dans les années 50 et les méthodes pour les différents tests randomisés pour différents traitements et le MII, les médecins à ce moment-là étaient des vrais pionniers. En particulier, ont découvert que si on donne des stéroïdes, si vous n'avez pas été hospitalisé avec la colite ulcéreuse, quand c'est sévère et on vous donne des stéroïdes, en fait, c'est amélioré des années 50. En fait, les gens qui vivaient avec la colite ulcéreuse étaient hospitalisés et en fait, il y en a qui mouraient à cause de la perforation. Donc, ils ont découvert que c'est dans des stéroïdes intraveineuses, ça a amélioré les colites, mais ça sauvait des vies aussi. Donc, c'était une percée extraordinaire, là, 70 ou 80 ans de cela. Et à la droite ici, le rapport de ce qu'on croit qui est la première personne avec la maladie de Crohn qui a été traitée avec Remicade ou Fleximab et les biosimilaires à ça aujourd'hui. C'était une étude de ce médicament, ça s'appelait CA2 originellement, après la compagnie qui est puis développée à A2. Donc, des médecins ne trouvent pas de foyer. Ce médicament a été développé pour des gens avec le sepsis dans les soins intensifs et c'était essayé dans les arthrites rhumatoïdes. Et c'est une personne qui était traitée avec ce médicament qui avait 12 ans, en fait. Et l'étude de cas a démontré que cette jeune fille a fait une grande récupération, qui a été traitée et ça laissait le développement de ce médicament. Donc, une histoire fascinante. Donc, nous voici en 2026. Si on regarde à peu près au milieu du panorama, au milieu, en 97, Infliximab était la première thérapie avancée des biologiques qui avait été développée. Et ensuite, il y avait une grande écart de 97 jusqu'à 2013. Il y avait deux TNF, Infliximab, Remicade, Humira, les marques, et vraiment, il n'y avait pas d'autres thérapies, c'était seulement les seuls traitements disponibles. Et de 2013, on a une explosion, Entyvio, et interleukins, les médicaments, Ustekinumab, Merck et inhibiteurs à la droite et des petites molécules, les JAK inhibitors. Et je peux vous dire que pour quelqu'un qui travaille dans les essais cliniques et près du développement de nouveaux traitements, il va y avoir des nouvelles thérapies dans le futur très rapproché et plusieurs plus dans les années à venir. Quand je amène ce message aux gens, je vais dans mes cliniques avec chronicolite, le MI. Aujourd'hui, sont des diagnostiqués avec cette condition, une autre probabilité que vous pouvez rentrer en rémission avec un de ces traitements. Et il y a plusieurs outils dans la boîte à outils pour s'y rendre, pour vous permettre de vivre une qualité de vie plus normale et plus à venir. Donc, voici quelques points pour démontrer lorsque les médicaments étaient dans les boîtes noires qu'on appelle, on ne passe pas au travers de tout ça, mais la flèche est ce qui vont cibler. Donc, ce qui arrive en haut, c'est l'intérieur il y a un environnement, un déclencheur
chez les gens dans le changement du microbiome, qui habituellement, c'est les trois choses qu'on a besoin pour développer. Ça, on ne sait pas c'est quoi la cause, bien sûr, mais la barrière se brise dans les ulcères et ça veut dire que les bactéries peuvent ensuite rentrer en bas et ça l'amène à cette grande cascade. Donc, toutes ces cellules arrêtent de tirer ces bactéries et déclenchent une réponse immunitaire. Et les médicaments fonctionnent différemment. Il y en a qui bloquent interleukin et interleukin. Il y en a qui le font très largement, comme les JAK inhibitors, les stéroïdes. Il y en a qui le font de façon très sélective. Et d'autres, ici en bas, comme Entyvio, Pembrolizumab, on travaille différemment, qui arrêtent ces cellules blanches qui rentrent dans le vaisseau sanguin. Ils arrêtent la cascade d'inflammation. Donc, très largement, c'est comme ça que les thérapies fonctionnent. Donc, ça donne le résumé de mes trouvailles de chacune de ces classes, bien sûr. C'est une diapo, un résumé il y a des centaines de choses que je pourrais dire sur chaque médicament, mais les points clés. Donc, je crois que les anti-TNF et plusieurs différents médicaments originalement, les marques Remicade, Humira, et bien sûr, il y a plusieurs biosimilaires à ceux-là listés ici et que possiblement vous êtes sur un de ces traitements déjà que vous avez déjà pris à un certain point dans votre parcours avec le MII. Et ça, c'était le premier cas aussi, bon, des images qui ne sont pas très claires parce que c'était une photo de deux patients qui ont été traités dans la première étude de maladie du MII. À la gauche, la qualité de l'image n'était pas très bonne dans les années 90, mais vous voyez, c'est vraiment le côlon, des ulcères très profonds. Je dis quasiment comme, c'est comme si une tondeuse a passé au travers, laissé ses marques blancs, et on voit en haut à gauche, et ensuite, deux, trois traitements à la droite après l'anti-TNF. Et ça, c'était la fille de 12 ans dont je vous ai dit, qui a été traitée dans la condition, ça l'a amené à l'essai clinique et le développement du médicament. Et maintenant, à 30 ans plus tard, et j'ai encore des patients qui étaient dans l'essai clinique original qui sont sur ce traitement de plus de 25 ans, qui est remarquable. Donc, simplement, pourquoi ces traitements sont encore pertinents aujourd'hui? Ce médicament va toujours être pertinent, il va toujours avoir une utilité. Quelque chose en haut à gauche, un des besoins non rencontrés encore, c'est la maladie de Crohn périanale. Et ça, c'est le seul essai randomisé jusqu'à une semaine qui démontrait que Remicade, infliximab, était bénéfique pour le Crohn périanal. Et Tremfya, un autre médicament qui est là, qui partage quelque chose de très similaire. Dans le futur, possiblement, nous allons voir des combinaisons de biologiques. Si vous prenez deux différents mécanismes et qu'on les met ensemble pour vraiment augmenter l'efficacité du traitement et c'est un petit peu la colonne vertébrale pour ces genres d'essais cliniques aussi. Donc, à la droite complètement, encore la moitié des gens qui sont diagnostiqués avec les colites modérées, le Crohn revient et cette classe de médicaments a démontré que ça peut empêcher les récurrences. Comme vous le savez mieux que moi, que le Crohn, ça n'affecte pas juste les intestins, il y a des complexes immunitaires déposés dans la peau, les yeux, les joints, et ce qu'on appelle les extra-intestinaux manifestations. Et ces anti-TNF ont encore probablement le médicament numéro un que nous utilisons lorsqu'il y a des manifestations extra-intestinales. Mais comme le tout, il y a des limitations. C'était la première classe de médicaments qui sont encore très efficaces comme thérapie, mais à tous les ans, jusqu'à 20% des gens vont débarquer du médicament parce que ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionnait pas, ou les anticorps se développent la réjection aux médicaments. Et bien sûr, si on regarde la liste de sécurité de tout traitement, il y a une très longue liste, bien sûr, mais vraiment, les risques primaires, c'est l'infection. Et des fois, les infections peuvent être sérieuses et heureusement que c'est rare, mais le message, généralement, c'est toutes les classes de médicaments, c'est très sécure. C'est une classe de médicaments qui est très sécure. Et il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, ça m'amène ensuite, les anti-integrins. Donc, il y en a une il y en aura plus dans le futur, mais il y en a une, et c'est Entyvio, vedolizumab. Et tel que mentionné, ça fonctionne un peu différemment. Donc, le genre de message que l'intestin reçoit. Donc, j'ai parlé de ces anti-interleukins, JAK inhibitors, qui fonctionnent plus au travers du corps. Ils vont cibler beaucoup de différentes inflammations de marqueurs. Et Entyvio, c'est ce qu'on appelle spécifique aux intestins,
ce que ça fait, c'est que ça l'arrête ces abnormalités, ces cellules blanches qui trafiquent ou de re-rentrer la circulation pour déclencher une réponse immunitaire. Donc, c'est pour ça que c'est qui sont les traitements les plus sécuritaires que nous avons pour augmenter, pour diminuer le risque d'infection probablement parce que ça fonctionne de façon sélective dans l'intestin. Donc, quelques petits points à souligner maintenant que nous avons plusieurs traitements. C'est le premier médicament qui était directement comparé dans un essai clinique avec un d'autres médicaments en haut à gauche. C'était comparé avec Humira. Ça a montré clairement que c'était supérieur à Humira dans la colite ulcéreuse pour les premiers essais. Ça est aussi dans les essais cliniques, ça a été montré qu'il y avait une diminution de la maladie de Crohn post-opérative. Donc, pour le diagnostic précoce de la maladie de Crohn, on a montré que ça diminuait les difficultés périanales et ça peut aussi avoir un effet au niveau de la paroi sous les intestins. On ne peut pas le faire, mais ça a montré que ça guérit la paroi intestinale. C'est le seul médicament qui a une étiquette à New York pour le traitement de la maladie, la pouchite, donc l'inflammation de la poche. C'est le seul essai clinique qui a été conduit avec rigueur qui démontre que ça peut traiter la pochite. Ce que je dirais à la droite aussi, c'est que mon équipe et moi, une grande équipe à travers le monde, on fait un essai clinique qui s'appelle le Verdict pour savoir quel est le meilleur traitement pour traiter les symptômes. Est-ce qu'on devrait traiter les symptômes en endoscopie ou est-ce qu'on devrait traiter des symptômes plus profonds avec l'endoscopie? Nous pourrons avoir les résultats plus tard cette année, nous l'espérons. Ce qu'on a trouvé que cet essai implique le médicament Entyvia et il a une grand taux de réduction de la maladie, donc il peut y avoir une absence d'inflammation. Donc, ceci nous amène aux inhibiteurs de l'interleukine. Donc, nous sommes sur la ligne du temps et nous arrivons à l'inhibiteur de l'interleukine. Donc, nous avons les inhibiteurs I23, les noms sont ici. Et l'autre, l'estequinumab, qui est un IL-12, ce sont des maladies biosimilaires. Donc, pour les inhibiteurs de l'IL-23, c'est comme la prochaine génération des médicaments. Au-delà de Kimunab, nous avons Alkemab, nous avons Guselkumab, Risankizumab et Mirikizumab. Ils sont similaires, ils sont pour le traitement de la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Au Canada, nous sommes chanceux de pouvoir offrir ce médicament à tous les patients qui rencontrent les critères et ce n'est pas le cas partout dans le monde. Ce que je dis toujours, désolé. Je dis que ces médicaments ont fait avancer les choses et je crois bien que ce soit vrai. Quand vous le regardez, il est difficile de faire des comparaisons directes entre les études, mais j'ai vu différents patients, j'ai vu les classes de médicaments et les essais cliniques et je pense que ces médicaments ont augmenté l'efficacité d'une toute petite coche. Je dis parce que les essais cliniques datent dans au moins deux des essais cliniques qui ont été comparés avec la risankizumab qui est supérieure pour la maladie de Crohn. Et nous avons vu d'autres conditions comme le psoriasis
Les médicaments ont fait avancer l'efficacité et ont un bon profil d'innocuité. Je le dis parce que la guérison de la paroi intestinale est ce qui les démarque. Ici, dans les essais cliniques, on voit que l'inhibiteur IL-23 comparé à l'isesticomonag Stelara, et dans deux de ces essais cliniques, ils ont démontré qu'ils étaient supérieurs directement en termes de la guérison des intestins et lorsqu'on fait une endoscopie. Et ça, c'est pas facile à faire, de directement être meilleur qu'un autre médicament. L'autre point, Rebecca a partagé son histoire, qu'elle a fait plusieurs traitements différents et certains de ces traitements avaient fonctionné, d'autres non. Elle était passée à d'autres traitements, mais ce que nous voyons avec cette classe de médicaments, c'est qu'ils ont tendance à fonctionner lorsque d'autres médicaments n'ont pas fonctionné. Donc, ces médicaments démontrent qu'ils fonctionnent lorsque d'autres n'ont pas fonctionné. Donc, on a parlé de l'NTNF, les intégrines, les anti-interleukines, les Antivia. Et maintenant, nous arrivons aux petites molécules, donc des comprimés plutôt que des infusions et des injections. Donc, le premier, nous avons les inhibiteurs de JAK kinase. Donc, on les appelle les Rinvoq, les Xeljanz. Le Xeljanz, c'est pour la colite ulcéreuse et le Rinvoq a été approuvé aussi pour la maladie de Crohn. Quand nous avons commencé à développer des comprimés pour le traitement de la Crohn et la colique avancée, c'était l'impression que est-ce qu'un comprimé peut être aussi efficace qu'une infusion? Quand tu as des infusions, des thérapies à des doses élevées, et là, vous avez une petite pilule, est-ce que ça peut vraiment être efficace? Et la réponse, c'est que absolument oui, et dans certains cas, peut-être plus efficace. Les JAK inhibiteurs travaillent en régulant plusieurs cytokines inflammatoires. Les inhibiteurs JAK, c'est comme des stéroïdes sans les effets secondaires des stéroïdes. Ce que nous avons perçu dans les essais cliniques, voici les essais cliniques avec le l'Invoq en bleu et le placebo en gris. Les personnes qui ont participé aux essais et les personnes qui participent aux essais cliniques n'ont pas toujours des avantages directs pour eux-mêmes durant l'étude. C'est de l'altruisme. Je suis toujours frappée par cet altruisme qui a mené au développement de chacun des traitements que nous avons aujourd'hui. Donc, les personnes qui ont participé à ces essais ont rentré des journaux à tous les jours, des journaux, des registres de toutes les données. On voit dans des jours, suite à l'utilisation de ces comprimés, s'ils sont efficaces, ça ne fonctionne pas pour tout le monde parce que vous voyez qu'il y a un plateau à environ 50 ce qui veut dire que dans 50 des gens, ça n'avait pas aussi vite. Mais ceux pour qui ça fonctionnait, c'est en 2, 3 jours qu'ils voyaient des améliorations. Mais les gens qui utilisent des comprimés comme le Rinvoq, vous le savez rapidement si vous vous sentez mieux. C'est à l'intérieur d'1 à 2 semaines. Pour les JAK, inhibiteurs JAK, l'une des raisons pour laquelle nous prenons Remicade et Infliximab, parce qu'ils travaillent sur d'autres manifestations externes. Et certaines de ces thérapies le font aussi. Les essais cliniques n'ont pas été conçus spécifiquement pour cela, mais dans les essais, certains participants avaient des problèmes avec leurs jointures, de l'inflammation. Alors, nous avons pris quelques mesures de petits nombres de participants et ça a été démontré que c'était avantageux pour eux. Ici au Canada, aujourd'hui,
5, 6, 7, 8, ces classes de médicaments sont approuvées pour 8 différentes conditions comme l'arthrite, la psoriasis et d'autres conditions inflammatoires des jointures. Alors, les personnes avec la Crohn et la colique qui ont également de l'inflammation dans les jointures, c'est le genre de traitement que nous utilisons. C'est un cachet par jour. Certaines personnes trouvent que c'est pratique, mais pas tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait une formule magique. Des fois, les gens me demandent quel est le médicament préféré de vos patients. Est-ce que c'est une injection? Est-ce que c'est topique ou c'est un comprimé? La réponse n'est pas claire. Les patients sont différents. Certains de mes patients disent, je préfère avoir une infusion à chaque 8 semaines et comme ça, je n'ai pas à y réfléchir. Et d'autres personnes préfèrent prendre un comprimé à tous les jours. Pour les comprimés JAK inhibiteurs, inhibiteurs JAK, lorsque vous êtes hospitalisé pour la colite ulcéreuse sévère, c'est une situation grave. Vous avez besoin d'un traitement urgent, des stéroïdes, infliximab la plupart du temps. Mais les petites études commencent à démontrer que ces comprimés, les inhibiteurs JAK, pourraient fonctionner très rapidement. Donc, présentement, ils font des essais cliniques pour le tester. Il y a eu des observations intéressantes et je crois que dans les prochaines années, nous comprendrons encore plus sur ces JAK. Et la dernière chose que je dirais pour cette classe de médicaments, c'est qu'ils sont très sécuritaires. Il y a de grandes études de cas à grande échelle qui ont été faites dans plusieurs études et le risque du développement de l'herpès zoster est probable. Alors, c'est pour ça qu'on donne le vaccin avant, mais il n'y a pas d'autres risques comme des caillots de sang ou des ACV ou des cancers ou des crises du cœur. Alors, ce sont des médicaments très sécuritaires. L'autre comprimé à petite molécule dont je vais parler, ce sont les modulateurs S1P1. Deux traitements ont été approuvés, le Velsipity et le Zeposia. Au début, vous vous souvenez, j'ai vu un dessin animé avec un vaisseau sanguin et j'ai dit que l'Antivia inhibait le processus des cellules mastocytes anormales de la manière qu'elles rentrent dans le vaisseau sanguin. Et ça fonctionne de manière similaire. Il arrête la circulation et la génération d'informations par cycle. Donc, voici un petit dessin de comment ça fonctionne. Tout ce que je dirais de cette étude, c'est que c'est une étude de Velsipity. Donc, encore une fois, un comprimé d'une fois par jour. C'est un traitement très efficace et c'est souvent un traitement de première ligne. Et nous sommes chanceux d'avoir ces deux comprimés dans ce que j'appelle notre trousse à outils. Donc, l'efficacité est très importante, bien sûr. Nous disons souvent que l'efficacité est la priorité numéro un, mais la sécurité aussi est importante. Je vais dire quelque chose rapidement sur la sécurité. Il est très facile de mettre différents médicaments dans des catégories de sécurité. On peut dire, voici le médicament le plus sécuritaire parce que ça fait le plus longtemps qu'il existe. Nous avons eu des millions de personnes qui ont utilisé ce médicament et on en a fait un suivi sur plusieurs années. Mais des essais cliniques qui durent 1 an, c'est très difficile de voir des signaux de sécurité qui sont préoccupants. C'est rare de le voir, mais vous pouvez savoir que souvent, un médicament doit exister pour 20 à 40 ans pour qu'on puisse voir un cas très rare. Je parle d'une chance sur 5 millions d'avoir des effets secondaires graves. Donc, il est facile de mettre ces traitements dans des catégories de sécurité, mais ce que je dirais, c'est que l'efficacité est supérieure à la sécurité tout le temps. Donc, on avait fait une publication sur l'adalimumab. On a regardé les personnes qui répondaient au traitement et ceux qui n'y répondaient pas, ceux atteints de maladie de Crohn. Donc, ceux qui répondaient au traitement, vous avez un risque plus faible de développer une infection. Donc, si vous avez le traitement et que vous y répondez, vous avez un risque inférieur à développer une infection. Donc, ce que ça me dit, c'est que si vous avez un traitement, vous diminuez l'inflammation, vous avez un risque réduit de développer une infection. Donc, tout traitement est plus sécuritaire que pas de traitement du tout. Alors, le choix des traitements.
La réalité, significant trial and error c'est involved qu'il y a encore beaucoup with treatments. d'essais-erreurs Um, d'impliquer avec les traitements. if you think about cancer treatments Par and exemple, diseases, le traitement pour le cancer treatments are very cancer, different. Many c'est un cancers are driven traitement by très abnormal différent. genetic Plusieurs patterns, cancers biopsies taken at the sont tissue des sample. cheminements With breast cancer, we're anormaux collecting blood génétiques. from it, Donc, on prend and it's un mapped. échantillon And then the gene euh, is mapped to the de, particular genetic du profile. tissu We don't have mammaire ou that du tissu du in clinical côlon et trials. on We've done a lot of work trying to find that. l'analyse. Nous n'avons pas We're ça nowhere near avec that at this point les with what we call MII. personalized On n'est pas medicine, to be able près to de say, ça, d'avoir you've un got Crohn's or médicament colitis, we've got personnalisé, a de dire sample of tu your as le tissue, Crohn et la and colique, que je I'll vais do some prendre tests on that tissue and un say, this is échantillon what's de going to work for you. ton And this is part of the d'un reason, tissu because it's not corporel et je vais one te type of disease, there's so spécifier le many different médicament manifestations sur of the mesure pour disease. toi. Some people have a Donc, very il y a tellement refractory de course of différentes disease, never get manifestations de la resolution. maladie. Others go into Certaines remission personnes for ne the whole vont life. jamais dans la Others rémission. have Il y a these des gens qui flares tombent en rémission pour le reste and de leur quite vie. hard Certaines to prevent personnes them. ont And des the pictures pics, on the ont des right tell poussées. us that the condition can La affect photo à la all over the droite body. nous So you dit que la in Crohn's condition disease, peut gum to bum, toucher toutes les parties du corps. throughout the mouth and Ça finish in peut the être de la anus, bouche jusqu'à l'anus. joints. Ça Some peut of the drugs toucher work les better in the small jointures. bowel, some in the large bowel, Certains médicaments some fonctionnent in the bien dans le petit intestin, d'autres only dans one le called gros was intestin. Nous avons published fait on beaucoup this. de So that's travail what makes it à challenging cet one size égard. C'est doesn't pour ça fit que all. c'est So, difficile. Il n'y a pas when we juste choose une taille treatments, of unique course, pour we talk tous. about this concept of shared decision making. Alors, lorsqu'on a des traitements, on parle de ce With our concept de patients together, décision we decide here partagée. are the options that might be Avec le right for your type of patient, disease, nous and here are prenons the une pros and décision cons. ensemble. Voici Often it les comes pros, down to, les avantages et les some people désavantages. say, I can't swallow pills, I Souvent, want to les take a gens pill. peuvent Others dire, say, OK, I je don't ne like the veux, je feeling suis of pas capable injection. d'avaler And sometimes un people can do comprimé. that way. Quelqu'un d'autre But va dire, je n'aime there's pas les science in as injections well. et on And the va décider science de cette is manière. you can do Mais la direct science, c'est que trial tu peux faire comparisons to des see what you essais feel, and they give directs, you an answer. comparer le traitement A avec le You can do traitement B et indirect ça vous donne une comparisons where you take réponse. all of the clinical On peut faire des trials and use comparaisons statistical methods to do indirectes, on indirect peut comparison. utiliser tous les essais Or we use cliniques et faire registries and des observational mesures data. statistiques So pour déterminer the le best traitement evidence is at the approprié ou on left, peut clinical utiliser des trial. données. The lowest sort of rank of evidence is what we call observational data on the Donc, right-hand les side. meilleures That's preuves, often what we sont have to les essais use if cliniques it's close et enough. les preuves les So moins in the end, importantes, we're c'est talking celles qui sont de how effective the l'observation, tout treatment is, simplement. how safe the treatment is, Donc, il but faut analyser and le how niveau safe it is, d'efficacité du how is traitement, le niveau de sécurité du acceptability is of the traitement, person who has to take qu'est-ce the que la treatment anyway, personne and if it's accepte à life-threatening or faire dangerous in terms of other pour son medical style de conditions you might vie, have, pour and of course que ce reimbursement. soit I facile think we're d'approche fortunate in et bien Canada sûr that le we have access remboursement. to many therapies, but in Au many parts of Canada, the nous world, sommes chanceux, nous avons accès there'll à be a plusieurs thérapies, pathway mais that dans says, plusieurs parties dans le monde, reach your il y aura un prescription cheminement discount qui at the va hospital dire, afterwards. vous devez So prendre le some médicament treatments le moins that we have in cher Canada aren't et le approved, reste pourra venir even après. in countries with similar Il y a des economic médicaments au Canada qui ne sont profiles as même pas our approuvés country. dans So des pays qui sont similaires reimbursement au of niveau course is économique. critical into it, but we're fortunate Donc, to nous have sommes many très tools in chanceux place d'avoir today to help us plusieurs get there. outils pour nous So aider ici au we Canada. have all of these different tools, but how are we going to Nous raise avons the tous bar? ces différents When will outils, we, mais comment est-ce hopefully qu'on not my peut lever career, la and I'm barre? confident that we will, Dans in ma my career in carrière, life je suis science as a researcher, confiant que ça that va we're se going to get from faire. 50% Nous remission to passerons 80% de and rémission de 90%. 50% Hopefully à that's all one day, 90 but et how can we get 80%. to thinking Peut-être science j'espère where que nous these aurons treatments are really getting un people remède to un be into jour, mais 80, comment 90% est-ce qu'on peut remissions? amener ces We're not gens there yet, à but des we taux will de get there. So rémission how are we de going to get there? 80, There's lots of ways you can 90%? do On n'est that. pas encore rendu, One of mais them comment is on va we've se got some rendre? Il y a plein questions de coming in, façons de le faire. combining treatments together. Premièrement, c'est de And combiner des traitements ensemble. this is what we call, ACT, Advanced Combination Therapy, C'est ce where you qu'on take appelle two la biologics thérapie together combinée de or a small pointe où on molecule and peut a biologic prendre together. deux And biologiques why might we ensemble ou do une petite this? Well, molécule we et un use it in biologique. very refractory cases of the condition, Alors, pourquoi qu'on fait in ça? what we Dans call des higher cas risk cases where you réfractaires de might la have really a condition où long on peut segment avoir of des Crohn's paramètres disease, à for haut risque. example, Peut-être que vous avez un long or you've got, segment de maladie de two conditions, Crohn, par the exemple, ou arthritis peut-être que vous avez deux and a Crohn's, conditions, two different l'arthrite et la therapies as Crohn et well. colite. Vous avez besoin de So deux we're thérapies working through that, différentes and there are some aussi. clinical trials Alors, nous ongoing sommes en right train de now, and démystifier le tout. Il y a des essais cliniques en cours présentement one very small proof of concept study et combined two une drugs, an petite anti-TNF, Simponi, étude sur and la preuve an probante compare IL-23 TNFi, and deux this was médicaments, presented at a Asuman congress
Enumtude Tremfire qui vient d'être présentée dans un congrès le mois dernier. Et cette combinaison particulière a démontré qu'elle fonctionnait mieux qu'un seul médicament tout seul. only in people where two or more treatments or had more than two treatments had failed, i.e.,
pour les personnes qui avaient eu plus de 2 traitements qui avaient échoué. Mais dans les cas où on arrive au 3e ou 4e traitement, c'est là que ça s'est vraiment démarqué. Maintenant, il y a des essais cliniques à plus grande échelle et je pense que dans les 3-4 prochaines années, nous aurons la toute première thérapie combinée qui sera approuvée. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc, pour monter la barre, nous avons passé de thérapie combinée, ça peut être 3 médicaments combinés. L'autre perspective serait les médicaments personnalisés. Avant de terminer ma carrière en tant que chercheur, j'adorais la situation où nous avons la personnalisation des médicaments pour le Crohn-Écolite. Quelqu'un pourrait venir et faire un test génétique ou un autre type de test et on pourrait dire, OK, tous les traitements pourraient fonctionner sur vous, on le sait à cause des essais cliniques, mais il y a de plus grandes chances que si je vous donne ce médicament, vous auriez peut-être 20 à 30 plus d'avantages. Donc, les médicaments TL1A sont développés dans cette optique. Ils essaient de découvrir un test qui pourrait prédire, c'est pas beaucoup dans le monde public, donc c'est privé. C'est par une biotech qui s'appelle Prometheus qui s'est lancée là-dedans. Donc, il regarde différents marqueurs génétiques et il suggère, je peux vous montrer les données, mais si vous êtes positif à telle chose, vous pourriez répondre mieux à tel traitement. Donc, comme j'ai parlé de décision partagée pour les thérapies, je pense que l'objectif pour les gens qui vivent avec la maladie ont le même objectif que leurs praticiens. Donc, on essaie d'atteindre la cible, de normaliser les symptômes, normaliser les bioscopies, les biopsies. Et ensuite, on vous recommande de revenir à tel rythme basé sur les lignes directrices. Mais si vous vivez avec la condition, vous avez plein de mots, jargon, mais l'objectif principal est vraiment la restauration, la réhabilitation de la qualité de vie. Donc, ils sont des outils pour aider les gens à avoir une vie normale et de qualité, qu'ils puissent quitter la maison à tous les jours et oublier leurs conditions, d'avoir une qualité de vie normale. Je pense que c'est ça l'objectif de ces thérapies. Donc, beaucoup d'informations sur les traitements et qu'est-ce qu'il y a dans la trousse à outils. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a trop de choses qui s'en viennent pour les lister ici. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les essais cliniques et dans ce domaine. Depuis, je n'ai jamais vu autant de thérapies prometteuses, ce qui est fantastique, car nous voulons atteindre ce 90 même ce 100 de rémission. Il y a de petits médicaments oraux et l'anticorps monoclonique est majeur aussi. Donc, je vais vous parler d'un des médicaments passionnants. Donc, je vous ai parlé des interleukines IL-23, icotrokinra. Maintenant, il y a un traitement qu'il a mis dans un comprimé et il bloque le récepteur. Ça s'appelle l'icotrokinra. Et les patients qui ont reçu l'icotrokinra ont obtenu une réduction de 90 de leur score de sévérité du psoriasis. Et si vous arrivez à ce niveau, donc nous avons présenté la phase 2 pour la colite ulcéreuse et nous avons vu la même chose. Donc, un comprimé une fois par jour à la plus grande dose, à la dose la plus élevée, était meilleur que les autres doses plus faibles ou même le placebo. Il y avait eu des différences significatives. Donc, je vais parler de l'autre grande classe de médicaments qui s'en viennent, donc la TL1A. Donc, si vous vivez avec la Crohn-Écolite et si vous êtes
intéressés d'aller dans un centre pour les essais cliniques, posez-leur la question sur ce médicament. Parce que présentement, il y a beaucoup d'essais cliniques qui utilisent la TL1A et si vous vous informez, vous pourriez être admissible pour un essai clinique. Moi, je les vois comme des cousins des anti-TNF. J'ai parlé du influximab, les premiers médicaments de 1955. Ils font partie de cette superfamille. Il y a 17 différentes molécules dans cette famille TNF. Cette molécule travaille un peu plus haut dans la cascade. Donc, si tu arrêtes l'inflammation très, très haut dans la cascade, au début de la cascade, ça peut être très efficace. Donc, ça peut influencer les cellules immunitaires. On a plein de cellules immunitaires. Alors, on peut les arrêter, bloquer les cytokines inflammatoires et ça peut travailler aussi sur la fibrose, donc sur les cicatrices. Donc, ce qui arrive, c'est que l'inflammation dans le temps mène à la cicatrisation ou au tissu cicatriciel. Donc, il pourrait y avoir des choses qui fonctionnent ici. Encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est pas encore prouvé. Ils sont en essai clinique présentement. Et dans la diapo ici, moi, ça m'anime quand je vois des données d'essais cliniques précoces. Et ça prend tellement de temps de développer un traitement. Mais la première découverte de la TL1A est en 1996. Elle a été identifiée dans un laboratoire. Elle a été testée sur des animaux par la suite. Il y a aussi des études de génétique, des prédispositions génétiques. Si vous avez une carence génétique qui vous prédispose à la maladie inflammatoire, donc ça a pris 18 ans pour avoir le premier test sur une personne qui vit avec la Crohn et la colite. Et maintenant, les essais cliniques, c'est encore plus long. Donc, c'est 25 ans depuis la découverte de la molécule. On doit améliorer cela. C'est trop long pour attendre un traitement prometteur. Donc, j'ai mentionné que ça, ce n'était qu'un des premiers essais cliniques pour la TL1A. 60 patients avec la Crohn et colite ont été traités avec une dose et 60 patients ont été traités par placebo. Ça a démontré que le traitement fonctionnait à des niveaux qui sont peut-être un peu meilleurs que d'autres traitements, mais ce qui est le plus intéressant avec cette classe de médicaments, c'est qu'il pourrait y avoir un test et c'est le DX positif qu'on voit à la droite. Si vous êtes positif avec ce test, ça se peut que ce traitement soit encore meilleur pour vous. Donc, c'est de voir que si vous êtes positif, si vous faites un test génétique, vous pourriez bien répondre à ce médicament, mais il faut attendre la fin des essais cliniques. Et dans les derniers moments, nous allons parler de médicaments biosimilaires. Ils existent depuis 3 décennies. Les produits biopharmaceutiques traitent des maladies graves, le polyarthrite rhumatoïde, les diabètes, des cancers, le MII. Ces biologiques, ces biopharmaceutiques sont là depuis 3 décennies. Ils peuvent traiter plusieurs conditions. Alors, pourquoi c'est complexe? Ils sont créés d'organismes vivants, de bactéries, de levures. Et ils sont des cellules qui sont développées en croissance, elles sont purifiées, extraites et finalement formulées pour obtenir un produit pharmaceutique fini, stable. Pour vous donner une idée, ils sont beaucoup plus complexes dans leur structure. Donc ici, à gauche, nous avons une statine, ça ressemble à un vélo en termes de sa complexité. Et tout à droite, on a des produits biologiques qui sont de la grosseur d'un avion. Ça pourrait être aussi complexe qu'un avion. Donc, ce sont
des molécules très complexes produites par des cellules vivantes, mais les statines sont produites dans une usine, si on veut. Donc, ils ont des structures complexes, très hétérogènes, fabriquées dans des conditions très réglementées. Mais en même temps, on a aussi des dérives. Donc, le Remicade, à chaque lot, il y avait une variation d'un lot à l'autre. Donc, il était légèrement différent au niveau moléculaire comparé au lot précédent. Et si vous regardez l'information publique, il y a eu 36 différents changements de fabrication pour le Remicade. Et de manière très stricte, même les anticorps que vous prenez, que ce soit le Remicade ou quelque chose d'autre, chaque lot est un biosimilaire lui-même en théorie, car il y a eu d'infimes changements moléculaires, mais ça n'a aucun impact sur la manière dont le médicament fonctionne parce qu'ils sont sous une réglementation tellement stricte que cette petite modification minuscule d'une chaîne de sucre que nous pouvons voir sous le microscope est à l'intérieur d'une fenêtre de sécurité et qui mène à aucun impact important. Donc, ceci vous donne une idée de tous les médicaments originaux. Ils ont passé à travers les changements à travers le temps. Donc, un lot de Remicade est un biosimilaire car il est différent. Ils sont tellement similaires qu'au médicament original qu'ils sont presque le même. Il n'y a pas de différence significative et les différences sont des petites branches dans les chaînes de sucre qui sont très, très infimes. Par exemple, même si vous pouvez penser à une empreinte digitale, ce serait quasiment la même. On ne peut même pas voir de différence. Alors, à la gauche, le développement de nouveaux médicaments, on commence en bas avec la molécule, des études cliniques en laboratoire avec des animaux et ensuite avec des humains. Avec les biosimilaires, c'est le contraire. On commence avec une caractérisation moléculaire. Ensuite, il y a aussi des essais cliniques pour montrer qu'il n'y a pas de grandes différences significatives. Donc, ceci devrait rassurer les gens que vous n'avez pas un produit inférieur ou un produit supérieur. Vous obtenez le même produit si on vous offre un biosimilaire. Donc, on est à l'heure. Donc, quand on regarde dans le futur, quand je vois quelqu'un qui a été diagnostiqué présentement, je leur donne de l'espoir. Je dis qu'on a tellement d'outils dans la boîte à outils. Pensez à l'exemple que je vous ai dit. Il y a une bonne chance que ces traitements peuvent vous amener dans une rémission à long terme. Cela étant dit, le système immunitaire est très intelligent et la maladie peut être en récidive après une longue période de temps pour aucune raison prévisible. Et ça prend un changement. Des fois, on doit passer par un différent cycle pour voir ce qui fonctionne, ou même rentrer dans des essais cliniques. J'écoute la prochaine biologique qui sera approuvée dans du TL1A et 16 médicaments qui sont en développement, phase numéro 3 présentement, une de ceux-là. On ne sait pas laquelle qui va arriver en ligne d'arrivée en premier, mais ça doit être dans 2-3 ans, dans quelque chose qui va être disponible en clinique. Je crois qu'à l'intérieur des prochaines 4 à 5 ans, nous allons voir une combinaison de biologiques approuvés, de biologiques combinés ensemble. Je crois qu'on verra plusieurs autres, et possiblement 3 combinaisons ensemble. Et vraiment, on a besoin d'avoir des choses qui fonctionnent différemment sur différents parcours. Et peut-être qu'il y en a qui deviendront éventuellement jumelés avec des microbiomes de type de thérapie diététaire de différents médicaments. Mais ça doit passer par un test. Il va y avoir des pilules qui vont envoyer des plus petites pilules, des pilules une par jour qui seront disponibles et efficaces, peut-être même plus efficaces que les infusions qui sont données présentement. Je crois qu'une chose que nous allons vraiment voir beaucoup, c'est les essais dédiés pour les types de chronicolite difficiles, périanales, structure, l'inflammation des joints, la peau et d'autres types de conditions. Donc, cela étant dit, je vais terminer avec ça et je crois que nous avons du temps pour des questions maintenant. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. C'est bon, merci beaucoup, Dr. Jerry. C'était incroyable. Tu as couvert toute l'étendue
Et tu as passé au travers de les biosimilaires pour démystifier le tout. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment clair et vraiment utile. Je vais arrêter le contrôle de la diapo présentement. Et je vais maintenant, avant de me rentrer dans la prochaine portion, qui est les questions-réponses, je vais rapidement lancer la publication du sondage. Donc, vous devez le voir présentement sur l'écran et nous allons regarder, prendre notre 30 secondes pour répondre. Après le webinaire, comment évaluerez-vous vos connaissances actuelles sur le TL1A et les traitements de pointe à petites molécules en tant que thérapie émergente pour le MII? 1. Pas du tout familier avec le sujet. 10. Extrêmement familier avec le sujet. Encore un peu plus de temps pour répondre. OK. Donc, comme vous pouvez voir, on a commencé qu'on était 1 à 3 et comme vous pouvez voir maintenant, on avance 6 à 8. C'est une grande amélioration, docteur. Merci beaucoup. C'est bon? Donc, durant votre discussion, mentionné, on avait des questions qui ont été soumises durant le processus d'inscription. Nous avons différentes questions qui sont en rentrée. On passera par quelques questions. Donc, la première question est comment l'innocuité, l'efficacité et des modes d'administration des nouveaux traitements se comparent-ils aux agents biologiques traditionnels comme Humira ou Remicade? Oui, très bonne question d'ailleurs. Je pensais en termes de Humira et Remicade sont encore un de nos meilleurs traitements en termes d'efficacité et de sécurité. Nous allons toujours les utiliser et ça, c'est certain. Je crois que les nouveaux traitements, et j'en ai couvert dans ma discussion, fonctionnent par cibler différents parcours, des parcours très particuliers d'inflammation. La deuxième chose, c'est que les molécules sont ce qu'on appelle moins immunogéniques. Donc, si vous étiez sur Humira, Remicade dans le passé, malheureusement, possiblement qu'il y a eu des situations où votre corps a commencé à rejeter les médicaments et le médecin va prendre des tests et il y a des anticorps qui ont été développés. Le médicament ne fonctionne pas. Les niveaux biologiques sont vraiment très peu susceptibles d'arriver. La chance de ça arriver est très petite. Je crois que c'est vraiment un point important. Je crois que les profils de sécurité sont semblables en général en termes d'efficacité. Nous devons voir les études à tête pour voir qu'est-ce qui est meilleur. Une chose que nous savons certainement, c'est que les antibiotiques qui étaient comparés à Humira et dans un tête-à-tête, si un ou l'autre est meilleur, les essais de tête-à-tête seront éventuellement, nous le dirons. Bon, ensuite, en termes de dosage, peut-être en 4 semaines ou 8 semaines, la flexibilité des infusions, des injections. OK, prochaine question. Comment les facteurs liés à l'âge modifient-ils les protocoles de traitement recommandés pour les MII, particulièrement ce qui concerne les effets secondaires à long terme chez les personnes âgées? Oui, très bonne question. Vous savez, dans ce scénario où notre équipe de recherche sont vraiment intéressées présentement à les médicaments qui ont été développés contre les gens plus âgés. Bon, je ne sais pas c'est quoi âgé, mais on vit plus long, on a une population âgeante et vieillissante. Je ne sais pas c'est quoi la définition de dire que quelqu'un est plus vieux. Je crois que c'est influencé par d'autres problèmes médicaux qu'on pourrait avoir. Mais à la base, plusieurs des essais qu'on a développés pourraient dire que si vous êtes âgé 65 ans, on ne peut pas tester les traitements sur toi. Ça a changé un petit peu à 70. Bon, pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que ça veut dire que les traitements sont améliorés. Ça n'a pas été testé sur les gens de plus de 65 ans, mais nous avons vu des milliers et des centaines de milliers de personnes qui vivent avec ça au-dessus de l'âge de 65 ans. Donc, le système immunitaire peut être un peu différent. Donc, premièrement, est-ce que le traitement peut être moins efficace ou plus efficacement? Et la deuxième chose, c'est possiblement que vous êtes plus prône au signal de sécurité. En vieillissant, notre système immunitaire
fer vieillit et on peut trouver des infections. Donc, on doit faire attention avec les choses qui peuvent nous amener à être plus prônes aux infections sérieuses. Donc, on peut prendre des médicaments spécifiques, des classes particulières. On serait moins inclin de prendre des médicaments comme Remicade ou les JAK inhibiteurs. Âgé de 65 ans, est plus inclin à prendre les autres médicaments comme interleukin inhibiteurs et anti-leukin. Donc, c'est des genres de typiques qu'on pourra prendre. Quel rôle les choix nutritionnels, les régimes spécifiques et l'éducation des professionnels sur les suppléments jouent-ils dans la gestion des symptômes de MI et maintenir de la rémission? Oui, ça joue un rôle très important, aussi rôle important comme thérapie pour avoir les intermissions. Malheureusement, mal recherché. Tout le monde avec cette condition va trouver des choses qui vont déclencher leur condition. Et il faut éviter A, B, C et D parce qu'ils savent que ça mène à une inflammation. Donc, la nutrition, les statuts de santé, c'est tellement important, mais il y a des particularités, des choix de diète que vous pourriez trouver qui peuvent augmenter les poussées, l'alcool ou les épices. Donc, un point de vue science, parce qu'il y a de plus en plus de données qui rentrent maintenant en termes de choses qui sont moins susceptibles de développer le MII et de vous garder en bonne condition. C'est la diète méditerranéenne qui est bonne pour plusieurs choses d'ailleurs. C'est très bénéfique, on pourrait dire aujourd'hui, dans le chronicolite. Et l'autre chose importante, c'est d'éviter les choses communes. C'est les nourritures transformées qui haut en gras et hautes en contenu de sucre. Parce que ces choses peuvent endommager l'intestin. Mais il y a plusieurs d'autres choses que les gens vont expérimenter leur propre diète et ces choses-là. Et heureusement qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites. Mais la preuve que nous avons aujourd'hui vient de la diète méditerranéenne, qui est bénéfique. Et de loin, les nourritures transformées haut en gras et haut en sucre sont problématiques. On a besoin de faire mieux pour générer plus de preuves et les diètes peuvent être une difficulté à étudier. Je vais partager aussi que nous avons eu un autre GLS sur la diète méditerranéenne il y a 2 ans. Donc, si vous êtes intéressé, définitivement, allez voir. Oui, ce serait bon. Regardez. Quel est l'échéancier prévu pour les essais cliniques en cours avant que ces traitements ne soient accessibles au grand public? Oui, très bonne question aussi. Je crois que sur une des diapos, après 22 ans de la découverte à l'accomplissement du effet de pivotal de transfert et pour approuver la thérapie. Donc, on peut finir l'essai que démontrer que le médicament fonctionne et dans tous les pays en juridiction, ensuite, ça doit être soumis aux autorités. Et ici, c'est Santé Canada, il devrait regarder le dossier au complet et de regarder avec l'étudier à la fin de point si ça peut être approuvé ou non dans ce pays. Une fois qu'il donne la lumière verte, un essai possible de phase 3 peut prendre jusqu'à quelques années avant que les autorités de santé peuvent évaluer le traitement et ensuite le remboursement rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est couvert par la couverture publique ou la couverture privée? Est-ce qu'on peut prendre la première ligne, deuxième ligne? Donc, souvent, il y a un délai les traitements, des fois, peuvent devenir accessibles sur une base de compassion, mais en fait, pour être approuvé, ça peut prendre quelques années des fois. Je crois que c'est une question intéressante. Comment les patients peuvent-ils accéder et s'inscrire aux prochains essais cliniques sur les MI menés au Canada? Oui, brillant comme question. Bon, très proche de mon cœur aussi. La réalité, par contre, c'est que la plupart des gens avec toute autre condition pour passer au travers de la vie, et je m'entends parler de les essais cliniques, 1% vont avoir accès à un essai ou même offert un essai. C'est parce que les centres que vous allez voir n'ont pas d'essai. Je crois que vous devrez demander votre fournisseur de santé pour qu'on écolite où est la clinique la plus près pour les essais et leur demander s'ils font des essais cliniques. Où est, ensuite, leur demander où au Canada est le centre le plus près qui font des essais cliniques. Parce que au Canada, c'est un grand pays. Donc, si vous vivez très loin des heures de la ville, pourquoi devriez-vous être privé de l'opportunité de prendre une recherche pour quelqu'un qui vit dans la ville?
Et donc, il y a des choses qu'on fait dans les essais pour les rendre plus accessibles, des études virtuelles et le consentement virtuel et les fournisseurs de santé. Et on peut être référé dans un centre aussi si vous êtes intéressé à ça. La prochaine, c'est, y a une recherche émergente dans le traitement, les méthodes qui peuvent réinitialiser les systèmes immunitaires chez les jeunes patients de MII? Superbe question, oui. Les médicaments peuvent être mis dans différentes catégories. Il y a plus de médicaments qui sont développés, qui essaient de diminuer le système immunitaire une fois qu'il est développé. Autres vont regarder à travailler pour modifier les microbes, outre le microbiome, et on n'en a pas encore, mais on travaille vers ça. Et ensuite, à cette question, vous pouvez pas simplement réinitialiser le système immunitaire, le système oublie la mémoire, oublie que tu as une condition comme celle-ci ou autre condition. Et il y a des cas, des rapports et des petits essais cliniques dans d'autres maladies comme la sclérose où on a ce qu'on appelle les thérapies CAR-T, la diminution du système immunitaire et la réinitialisation qui sont utilisées dans certains cancers de sang. Et ces traitements sérieux, ils devraient seulement être réservés en essai clinique à ce moment-ci et pour des formes très sévères de la maladie. Mais c'est un domaine d'intérêt. Je crois que dans le futur, il y aurait des essais cliniques à regarder ça particulièrement. Mais encore une fois, une fine ligne entre l'efficacité et voir les risques sérieux au travers des essais cliniques. Comment les variantes génétiques des deux influencent la trajectoire clinique de la maladie de Crohn et quels sont les meilleurs choix biologiques ciblés pour ces personnes? Oui, très bonne question aussi. Ce qu'on appelle l'association, ça a commencé il y a 25 ans de cela et aujourd'hui, il y a plus de 300 différentes variantes génétiques qui ont été identifiées, qui ont prédisposé au Crohn-Colitis. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir si vous avez la variation, simplement qu'il y a un risque plus élevé. Donc, la pénétrance, si vous l'avez, ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Si vous avez une mutation génétique, ce que ça veut dire, en fait, ça a un impact sur la façon que vous allez gérer la bactérie une fois qu'elle rentre dans l'intestin. Et typiquement, ce qu'on voit chez les gens qui ont cette variation, c'est qu'il y a une forme plus sévère de MII. Et le petit intestin, ça peut affecter, malheureusement, ça n'a pas amené aucun changement dans les traitements à date. Donc, les variations à date aujourd'hui n'ont pas mené à des influences dans la façon de les traitements qu'on donne. Et donc, les promesses de changement génétique ont pas été jouées dans la clinique parce que c'est des conditions très complexes. Oui. Et j'espère qu'avec la précision, la médecine personnalisée, comme tu dis, avec le médecin. Oui, il y a tout ça, le TL1, la mutation, on en a parlé plus tôt, peut faire ça possiblement, dire, hey, OK, tu as ça, cette variation génétique, et on fait un changement, un test sanguin, une variation génétique qui veut dire cette nouvelle classe peut pour être mieux pour toi. Je crois que, bon, je suis très dans l'espoir qu'une de ces études-là pour nous amener là et ouvrir les écluses pour d'autres études. Exactement. Bonne question. Super question, merci. Donc, prochaine question qui existe concernant l'utilisation des nouveaux médicaments. Donc, encore super question aussi. There've now been, a number of large-scale international registries that have looked at Il y a women who plusieurs experienced registres à grande échelle qui ont parlé de femmes qui utilisaient les médicaments biologiques durant leur grossesse et les résultats pour leur bébé aussi. Et je crois que le message à retenir, c'est que ça a été démontré comme étant sécuritaire de continuer les biologiques durant la grossesse sont considérés comme étant sécuritaires. Bien sûr, quelque chose comme l'influximab qui est là depuis 20 ans, il y a beaucoup plus de preuves pour ça que pour les nouveaux biologiques. Mais pour même les nouveaux biologiques, les résultats
durant la grossesse sont similaires. Alors, le mantra est qu'une maman qui se sent bien fait un bébé qui se sent bien. Donc, si on peut diminuer l'inflammation durant la grossesse, ceci mène à les meilleures chances d'une grossesse saine. Mais ce n'est pas le cas pour les petites molécules. Les inhibiteurs JAK, Xeljanz, Invoque, Velsipity sont des médicaments à petites molécules. Ils sont contre-indiqués. Alors, quand une femme prend cette thérapie et qu'elle planifie une grossesse, on vous conseillerait d'arrêter de prendre le médicament avant de tomber enceinte. Encore une fois, l'an passé, nous avons eu un webinaire fantastique avec Jason Seo et Vivian Wem, qui sont des experts mondiaux à ce sujet. Ils ont partagé le consensus mondial qui a été mis à jour l'an passé pour les lignes directrices des traitements des MII et de l'allaitement et la grossesse. Vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse. Je pense qu'on a déjà lu cette question. Ça aussi, c'est une question courante que nous avons reçue durant votre présentation. Est-ce qu'il existe des options de traitement alternatives pour les patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin pour qui plusieurs thérapies biologiques ont échoué? Je pense que la première chose à dire, c'est que lorsque vous avez quelqu'un qui a vu que plusieurs traitements n'ont pas fonctionné, la première chose à établir, premièrement, est-ce que le diagnostic est bon? Est-ce que c'est le Crohn, la colite ou la colite ulcéreuse? Et deuxièmement, est-ce que le traitement a réellement pas fonctionné? Car parfois, les traitements sont changés trop rapidement. On change encore et encore. Des fois, ça peut prendre plus longtemps avant que le médicament prenne action. Et si on voit un signal que ça ne fonctionne pas, c'est très important de prendre ça en place. Il faut établir, est-ce que c'est vraiment le bon diagnostic et est-ce qu'ils ont utilisé le traitement assez longtemps? Et ensuite, ce qu'on fait avec ça, on se pose la question si la chirurgie est le bon traitement. Des fois, ce n'est pas un échec de traitement, des fois, c'est le meilleur traitement qu'on peut avoir. Et des fois, la chirurgie doit être faite plus tôt. Et l'autre chose, c'est de combiner les médicaments. J'en ai parlé, mais il y a des milliers de personnes dans le monde qui sont traitées avec deux biologiques qui ne sont pas approuvés. C'est vraiment du cas par cas, mais ça fonctionne. Et la troisième chose qu'on peut considérer, c'est est-ce qu'il y aurait un essai clinique dans lequel le patient pourrait participer? Des fois, aller dans un essai clinique, ça pourrait vous donner le médicament qui fonctionne pour vous. Merci. OK, avant de conclure, nous avons des questions qui sont rentrées dans la boîte de questions du Zoom. Une question, quel est le médicament le plus prometteur pour la Crohn et colite fistuleuse qui affecte principalement le côlon? C'est une bonne question. Nous avons parlé des maladies fistulaires périanales, ce qui inclut la maladie de Crohn. La maladie de Crohn peut être affectée de la bouche à l'anus. Donc, la maladie qui affecte le côlon est la plus difficile. Ça peut être embarrassant et il faut avoir plusieurs chirurgies aussi.
Donc, le principe de base, lorsque vous avez la maladie périanale, c'est premièrement, il faut faire une évaluation clinique par imagerie. Il faut regarder où il y a les fistules et de quoi ça a l'air. Le deuxième principe, c'est de traiter l'infection. Des fois, vous avez peut-être développé un petit abcès sous la peau et l'infection doit être traitée soit par le drainage des antibiotiques ou les deux. Ça, c'est la clé. Une fois que ça arrive, le principe, c'est la combinaison de médicaments et aussi de soins. Alors, il faut faire affaire avec un chirurgien du côlon qui est habitué aux fistules périanales. Ils vont faire une anesthésie, ils vont nettoyer le tractus intestinal, ils vont enlever les cytokines qui sont prises là dans le tube digestif. En termes de médicaments, l'infliximab, le Remicade, ça fait 20 ans. En 2004, ils ont démontré que ça peut refermer les fistules dans la moitié des cas. Il y a une étude qui vient d'être présentée il y a 2 semaines. Après 22 ans, nous avons enfin vu un autre essai clinique du Tremfya izokibep, qui est un inhibiteur IL-23. Et c'est après 22 ans que nous avons un autre essai clinique positif pour ce traitement qui mène aussi à la fermeture des fistules, à la résorption des fistules dans une grande quantité de gens. Donc, on a 2 essais cliniques pour l'infliximab et le Tremfya, qui sont les 2 seuls anticorps qui démontrent des avantages à la guérison des fistules. Il y en a peut-être d'autres qui fonctionnent, mais c'est les 2 seuls qui ont été démontrés par essai clinique. Il y a aussi bien d'autres études dans la pipeline qui s'en viennent aussi pour l'avenir. Oui, c'est très prometteur. L'autre question, quelle est la prochaine étape après une thérapie double de 2 biologiques? Je vais vous parler de scénarios génériques plutôt que spécifiques. Encore une fois, c'est de bien déterminer quelle est la maladie. Est-ce que la maladie a été gardée sous contrôle? Est-ce qu'elle s'est empirée malgré les biologiques? Donc, il faut faire une évaluation. Peut-être que la chirurgie pourrait être efficace et si ce n'est pas faisable, peut-être que changer vers d'autres thérapies, comme j'ai dit, peut-être un essai clinique ou d'autres thérapies de combinaison, mais avec d'autres mécanismes différents. On a une question au niveau du remboursement. Je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Pensez-vous que les compagnies d'assurance dans les provinces sont à l'encontre des doubles thérapies dues au coût? Donc, vous parlez des thérapies combinées, c'est ça? Oui. Oui, c'est vrai que ça pose un défi parce que ce n'est pas prouvé. Aucun de nos traitements ont été approuvés pour la combinaison. C'est vraiment des utilisations de cas par cas qui sont faites par des praticiens qui ont de l'expérience. Je pense qu'on peut comprendre dans ce scénario qu'il pourrait y avoir des obstacles à être remboursés. Bien sûr, le coût entre en jeu dans toute décision, mais la sécurité aussi. Donc, pour approuver les traitements, il pourrait y avoir des problématiques en matière de sécurité. Donc, c'est complexe, mais au bout du compte, c'est à votre fournisseur d'essayer de naviguer le système et de vous trouver le traitement dont vous avez besoin. On est chanceux de vivre au Canada et ici, habituellement, on est capable d'obtenir le traitement dont on a besoin. Si vous viviez aux États-Unis, ce serait une toute autre histoire. Au Canada, des fois, ça prend un peu de négociation et aussi de défendre les droits de ses patients. On va le faire pour essayer de vous obtenir ce dont vous avez besoin. Est-ce que le premier essai de TL1A a aidé avec l'arthrite rhumatoïde? Le TLRA sont des études qui seront initiées dans d'autres conditions immunitaires, des conditions de la peau particulièrement.
Les essais cliniques ont été lancés pour la Crohn-écolite, mais il y a un intérêt de faire des essais pour les autres conditions, car nous pensons que le TL1A est exprimé dans les jointures et dans d'autres parties du corps et dans la peau. Et j'ai une autre question, je pense que ce sera la dernière. Est-ce que les traitements à petites molécules ont le même taux d'échec que les biologiques? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles de ne pas, que ça ne fonctionne pas pour eux? Il y a une différence. Je parlais de développer les anticorps. Quand vous avez des infusions, le corps peut reconnaître qu'une molécule ne doit pas être dans le corps. Il va développer des anticorps. Ça n'arrive pas avec les comprimés et les petites molécules. Vous ne développerez jamais d'anticorps à ce traitement. Donc, à cet égard, si le traitement ne fonctionne pas, ce n'est pas ce qu'on appelle de l'immunogénèse. Ce n'est pas que votre corps rejette le médicament activement. C'est simplement parce que peut-être que le mécanisme ne fonctionnait pas ou ça fonctionnait et maintenant votre système immunitaire a réussi à contourner le médicament, mais vous ne développerez pas d'anticorps par contre. Merci. Alors, je vais demander à Rebecca, je vais demander la question de Rebecca. Merci, Dr. Jared. C'était fantastique. Rebecca, est-ce que tu as dû augmenter ta dose de Skyrizi quand tu avais des symptômes? Est-ce que tu peux partager ton expérience? Non, je pense que ça a rapport avec l'essai clinique. Au début, on m'avait donné le Humira. Je devais passer à la dose régulière à une dose accrue. Comme j'avais le Crohn écolite depuis si longtemps et que j'avais eu beaucoup de poussées pendant ma vie, j'avais beaucoup de chair cicatricielle dans mon côlon et j'ai fait une colonoscopie et c'est mon docteur qui a dit que si j'avais une inflammation, il avait dit, on doit réduire ton inflammation pour réduire ton risque du cancer du côlon et ce genre de choses. Alors, lorsque je suis asymptomatique, je dois aller voir mon docteur, lui dire voici ce que je ressens et ensuite on choisit les actions. Tout le monde est différent. Je suis avec mon docteur depuis que j'ai quitté l'école pour les enfants. Ça fait 20 ans. Hmm, C'est différent pour tout le monde, mais si vous êtes asymptomatique, allez voir. Si vous avez des symptômes, allez voir votre docteur, parlez-lui de vos symptômes. Et comme on l'a dit, il y a tellement de symptômes avec la maladie de Crohn-écolite. Alors, c'est très facile de vivre sa vie et d'accepter qu'on se sent pas bien. Mais moi, je dirais que si vous vivez des symptômes, allez voir votre docteur, faites entendre votre voix, défendez votre bien-être. Vous allez savoir, quand vous vous sentez mieux, vous allez réaliser que ça a valu la peine. Merci, Rebecca. C'est très utile et ça complète notre belle discussion. Et que c'est important d'aller chercher le soutien nécessaire. Donc, nous avons presque terminé. Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui nous a aidés. Dr. Gerard, Rebecca, merci beaucoup d'avoir créé cette présentation et d'avoir partagé votre expérience. Et merci au docteur aussi. J'aimerais remercier nos partenaires Pfizer et AbbVie pour nous avoir soutenus grâce à des subventions. Dr. Jarrett, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non? Et finalement, Gotsi Walk s'en vient, la marche Gotsi. Alors, si vous désirez vous mobiliser, allez voir le site web. Et nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, sur toutes nos plateformes, si vous désirez plus d'informations. Et ce webinaire sera disponible très tôt la semaine prochaine sur notre canal YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et merci encore d'avoir été là aujourd'hui. On se revoit la prochaine fois.